Dans l'imagerie populaire, le jeune catholique est un stéréotype formidable quand on veut faire de la caricature. Propre sur lui, mais un peu ringard, il est déconnecté de la réalité et se réfugie dans des chansons gnangnan au coin du feu avec sa guitare et ses amis clonés sur le même modèle. Oh, il n'est pas méchant, mais on ne voit pas vraiment ce qu'il pourrait apporter de concret à notre monde, particulièrement en ces temps marqués par les défis écologiques, économiques et sociaux, dans une Europe qui redécouvre la guerre et ses conséquences. Quant à son Église, elle est aujourd'hui tellement marquée par les scandales qu'il est honnêtement quasi impossible de la proposer en modèle. Alors, en ce dimanche, sortons des idées reçues avec notre invitée, Thérèse Dussartel, présidente du Dorothy, un café parisien, lieu de solidarité, de culture, de réflexion, où avec ses congénères, ils réinventent leur engagement de chrétiens dans la société tout en brisant les références et les clivages hérités des générations précédentes. En ce carême que nous consacrons à la soif de vivre, voici de quoi nous abreuver et nous rafraîchir. Et voilà la belle rencontre que nous vous proposons ce 4e dimanche de carême qui nous mènera tout à l'heure dans le sympathique quartier de Ménilmontant à Paris où nous célébrerons la messe. Ce sera dans une petite trentaine de minutes. Bonjour à tous et bienvenue. Et bonjour à vous, bienvenue Thérèse Dussartel. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Jour du Seigneur. Vous êtes professeure de philosophie et présidente de l'association Dorothy, fondée en 2017 autour d'un café. C'est le Dorothy Café qui est donc situé dans ce quartier de Ménilmontant où nous vivrons la messe tout à l'heure. On va voir un reportage sur ce café que vous animez au quotidien. Mais d'abord, vous l'avez compris, notre thématique cette année pour notre carême, c'est soif de vivre. Soif de vivre, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? La soif de vivre, c'est d'avoir une vie pleine, une vie pleinement vivante. J'aime bien cette phrase du psaume, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». Et pour moi, ce café, c'est l'occasion au quotidien de rencontrer des gens très différents, d'ouvrir mes horizons, de pouvoir aussi agir avec... on est vraiment un café autogéré. On est 15 très impliqués, une trentaine de bénévoles au quotidien, qui passent au cours de la semaine. Donc c'est vraiment... Ça fait du monde. C'est un lieu très collectif. C'est pas du tout... moi, je suis pas du tout au quotidien. J'y suis une fois... Vous y allez régulièrement? J'y vais très régulièrement et on est très nombreux à venir régulièrement. Et en fait, ça en fait un lieu de retrouvailles, un lieu à la fois de soutien, de fraternité, et un lieu où on peut aussi prendre des initiatives ensemble et justement, comme vous dites, vivre ce qui pour nous est notre foi, sous des formes qui pourraient être nouvelles. Avec de la fraternité quand même, hein. C'est un peu un des piliers de ce Dorothy Café. Tout à fait. En fait, on est un café solidaire, donc c'est-à-dire qu'on est ouvert 5 jours par semaine, avec des bénévoles qui tiennent le café. Et là, on offre le thé et le café à toutes les personnes qui veulent venir au Dorothy. Et ça peut être des étudiants qui viennent travailler, des gens qui viennent travailler, des personnes de la rue ou des personnes qui sont seules, etc. Donc ça, c'est un très beau moment. Souvent, c'est l'occasion de beaucoup de discussions, de rencontres, d'échanges, etc. Dorothy Café, parce que Dorothy Day, on va voir peut-être... Voilà, c'est elle, en fait. Oui. Une figure du catholicisme américain. Qui est Dorothy Day et pourquoi elle vous inspire, cette femme ? Dorothy Day, c'est un peu l'abbé Pierre des États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est une femme très connue. En France, on aimerait qu'elle soit plus connue. C'est une femme très inspirante parce qu'elle a réussi à allier dans sa vie un engagement très fort, vraiment radical pour les droits sociaux, pour la cause des plus démunis. Et à la fois, tout ça au nom de sa foi. C'est une femme qui était journaliste. Toute sa vie, elle a été journaliste et elle s'est convertie. Elle a vraiment une conversion personnelle lorsqu'elle avait environ 30 ans. Et ça a radicalement changé sa vie et elle a lancé un mouvement qui s'appelle les Catholic Workers. C'était un grand mouvement d'hospitalité. Donc ça consistait notamment en des maisons, qui étaient des maisons d'hospitalité. Il y en a eu un moment plus de 300 aux États-Unis. Aujourd'hui, il doit y en avoir peut-être 150 aux États-Unis, une vingtaine dans le monde. Et c'est des maisons qui sont ouvertes inconditionnellement. Et l'idée, c'est d'essayer de revivre un peu cette fraternité avec ceux qui peuvent en avoir le désir ou ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire qui sont les plus démunis. C'est ce que vous essayez de faire au Dorothy Café. Comment vous êtes arrivé, vous êtes professeur de philosophie, comment vous êtes arrivé à aller, j'ai envie de dire, chiner cette fraternité ou en faire quelque chose d'important dans votre vie ? Moi,
j'aime beaucoup discuter avec tout le monde. Je pense que de tempérament, ça me plaisait. Mais c'est pas du tout un projet personnel, comme je le disais. Et à l'origine, c'est vraiment des jeunes qui se sont retrouvés. On était en études ensemble, pas forcément tous au même endroit. On n'était pas un groupe d'amis. On était vraiment juste un peu des connaissances. Et je pense que le désir, c'était de se retrouver pour pouvoir penser, disons, en tant que chrétien, comment penser notre société, comment agir aujourd'hui. Et le désir que la foi soit pas justement quelque chose de purement personnel, privé ou purement spirituel, mais soit vraiment aussi qu'on puisse penser les implications concrètes de notre foi à plusieurs. C'était ça votre soif, en tout cas, à ce moment-là. Un projet collectif. C'était tout à fait un projet collectif. Dès le départ, et un projet de foi aussi. Et un projet de foi. Je pense que personnellement, moi, j'ai reçu la foi dans ma famille et ça a toujours été essentiel. J'ai la grâce de ne pas vivre de grosses crises de foi, où j'ai vraiment eu cette chance-là. Et à la fois, pour moi, il y avait des implications très concrètes de cette foi. Et j'avais du mal à trouver des lieux où vivre avec d'autres ces implications. Qu'elles soient notamment, en tout cas moi très personnellement, c'est notamment la question de la crise écologique ou de la question sociale qui ont été les deux moteurs principaux qui m'ont poussé à me dire j'ai envie de faire plus que d'avoir un groupe de prière ou d'aller à la messe. J'ai envie d'avoir un groupe, un collectif avec lequel porter ces sujets. Eh ben, je vous propose tout de suite, Thérèse, de vous suivre à Ménilmontant, à Paris, dans ce 20e arrondissement, au Dorothy Café. On va passer un petit moment avec vous dans ce café pas comme les autres. Et puis on en reparle juste après. Bonjour à tous, merci. Bienvenue à tous, tous ceux qu'on connaît, tous les nouveaux. Aujourd'hui, au Café Dorothy, Thérèse anime un cours appelé Fraternité politique. L'occasion pour les participants de se pencher sur l'histoire du christianisme social. C'est-à-dire qu'à partir des années 1920, 30, 40, on voit apparaître un certain nombre d'associations, des mouvements de jeunesse, des mouvements, l'Action catholique, etc. Et on va voir que ça va être un lieu de politisation très important des chrétiens. D'accord ? Mini-université populaire, le Dorothy se veut un lieu d'échange pour un public très jeune, intéressé par les enjeux sociaux et politiques de l'Église. Je cherche pas la vérité ni quoi que ce soit, mais juste pouvoir trouver un moyen de discuter avec des gens. Comment retrouver un peu un équilibre entre le catholicisme et peut-être une mouvement plus social. Niché dans le quartier de Ménilmontant, le Dorothy ouvre ses portes à tous depuis 2017. Mais ce qui se passe à l'intérieur est issu d'une réflexion sur les applications concrètes de la foi. On a fondé l'association justement avec le désir d'avoir un lieu pour vivre ensemble la pensée sociale de l'Église. Et donc, on peut dire que ce lieu a pour objectif à la fois de œuvrer ensemble et de se former. Mais ici, la formation n'est pas qu'intellectuelle. L'atelier, proposé gratuitement aux visiteurs, est le second poumon du Dorothy. Hello. Salut, ça se passe bien ? Ça se passe très très bien. Ouais. C'est quoi les projets du matin là ? Alors ce matin, on va faire une petite commode. En fait, là, on fait l'arrière. Seul salarié du café, Pascal anime toutes les semaines des ateliers menuiserie, plomberie ou électricité. En fait, ici, ça nous permet de réaliser. De vraiment faire des choses, c'est pas dans l'idée on va faire, c'est on fait. C'est un peu enivrant en plus, il y a un côté... on ne voit pas passer la journée parce qu'il y a des choses, il y a l'émulsion de chacun, c'est super intéressant. Pour certains, l'atelier sert même à fabriquer des pancartes destinées aux manifestations contre la loi sur la réforme des retraites. Après, c'est pas le Dorothy, mais c'est les personnes qui fréquentent le Dorothy qui utilisent l'atelier pour aussi se politiser, disons. Le Dorothy n'est pas un lieu politique, mais ne cache pas son soutien aux migrants, notamment les personnes sans papier, ici aidées dans leur démarche administrative. On a vraiment la volonté d'accueillir les gens qui soient dans un lieu chaleureux, mais à la fois que ce soit aussi une vraie aide, un vrai soutien pour eux. Lieu d'aide, de bricolage, d'échange, le Dorothy attire aussi bien de jeunes intellectuels que les voisins du quartier. Ou même ce visiteur du Niger qui a entendu parler de ce café parisien, pas comme les autres. Je suis venu pour boire un café déjà, pour parler avec les gens d'ici. Voilà, pour voir comment peut-on être ensemble. Et voilà pour un aperçu de ce qui se
se passe au Dorothy Café à Ménilmontant, à Paris, dans le 20e arrondissement. C'est vraiment étonnant parce qu'il y a de tout. On fait de tout. On crée des meubles, on fait les pancartes pour la manif, on accueille qui veut. C'est quoi ce projet, le fond? Parce que quel est le lien, par exemple, avec la création de ces meubles? Ça sert à quoi? En quoi c'est un projet que de mettre les mains à la pâte pour faire des choses? Je pense qu'on a, en tout cas aujourd'hui, on parle beaucoup de la question écologique et du besoin de retrouver une cohérence de vie. Et ça fait tout à fait partie de cela. C'est-à-dire qu'à Paris, on voit bien qu'on est une jeunesse parfois un peu hors sol. C'est dû à notre mode de vie urbain principalement. Ça peut être dû aussi au fait qu'on peut être plus des intellectuels ou plus, je sais pas, on est plus ou moins dans une famille de bricoleurs. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est aussi notre mode de vie urbain et le côté très consumériste de notre société qui fait qu'on achète tout. Quand ça ne marche pas, on jette. Et souvent, c'est aussi parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et qu'il y a une perte de savoir-faire très forte qui est due à un changement de mode de vie. Mais dans le fait de faire soi-même, ce n'est pas uniquement écolo, c'est aussi parce que apprendre à... Pascal, il en parle très bien, il parle de l'intelligence de la main. Il parle du fait que faire soi-même, c'est aussi un rapport à la matière, c'est un rapport à son propre corps. C'est apprendre à se... face à un objet, je sais pas comment dire, être face à des difficultés. C'est presque un projet existentiel, quoi. Enfin, en tout cas, il y a un programme. Il y a quelque chose un peu d'un quoi. Réapprentissage, on pourrait dire. J'aime beaucoup Pascal parce qu'il est d'une autre génération et il est très pédagogue avec nous. Il fait que nous dire vous êtes excités, vous êtes rapides, vous voulez tout le temps zapper d'une activité à une autre. Et cet atelier au cœur du Dorothy, pour moi, c'est un peu le lieu aussi un peu de la présence où on fait un projet, ça prend 5 semaines, ça prend du temps. Et ce café du Dorothy, on l'a beaucoup travaillé nous-mêmes, on a fait beaucoup de travaux, et c'était aussi une manière de s'approprier le lieu, de l'habiter, de le faire nôtre. Et cette dimension manuelle, elle est vraiment essentielle pour cela, je pense. Et en même temps, on réfléchit. Il y a un petit côté intello également dans le café. On fait les pancartes pour les manifs aussi. C'est un lieu où on peut faire de la politique. Notre désir, c'est vraiment que ce soit un lieu de réflexion, de formation et de débat. Le Dorothy est un lieu apartisan, donc on n'est pas du tout rattaché à un parti politique, mais on est un lieu où ça nous paraît essentiel de prendre en compte justement les implications concrètes de la foi, qui sont bien sûr des implications collectives. Et notre foi chrétienne, elle n'est pas uniquement une spiritualité personnelle, elle nous invite, le Christ, il est très clair, il nous invite à une forme de vie différente, où justement la fraternité, ça peut être... entre 2-3 personnes, mais la fraternité, c'est aussi proposer des modes d'organisation différents. Et je pense que la communauté chrétienne, elle doit être vécue. C'est-à-dire que la communauté chrétienne, c'est pas juste la communion des saints, c'est pas uniquement... Non, c'est réel, c'est dans la vraie vie. C'est concret, c'est prendre soin les uns des autres, c'est prendre soin des plus démunis. Et on est très inspiré par cette option préférentielle pour les pauvres, qui est un principe de base de la pensée sociale de l'Église, qui est que on a vraiment, pour être chrétien, c'est avoir une attention toute particulière aux gens qui sont sans doute les plus démunis, et que c'est à plusieurs qu'on pourra y répondre. Ce qui m'a beaucoup... Une dernière chose, mais je pense qu'il y a des choses que j'avais à cœur de faire et que j'aurais jamais pu le faire seul, que je n'aurais jamais pu faire seule. Je pense souvent, par exemple, à Paris, on est pris parce que y a des gens dans la rue qui vous demandent de l'aide, et on se dit toujours, toute seule, je pourrais jamais rien faire. Et c'est vrai que toutes les associations qui œuvrent, c'est des lieux collectifs où on peut justement faire des choses ensemble, alors que seul, on se sent très vite démuni. On ne s'en sort pas seul. La soif de vivre, elle est à plusieurs, en tout cas. Toujours. Ouais. J'aimerais vous faire réagir à une citation, on aime bien au jour du Seigneur, en tout cas des extraits bibliques, souvent. N'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà pour cet extrait de la première lettre de Saint Jean. En quoi ça vous parle, ou pas, Thérèse? Non, ça me parle beaucoup. La foi pousse à l'action. La foi pousse à l'action, et puis je pense que l'action purifie notre foi. Peut-être... on peut toujours avoir... la foi, ça peut être un grand discours, on peut avoir envie de partager notre foi, et pour moi c'est essentiel, mais la réalité est toujours plus forte ou plus pédagogue que nos idées. Et je sais pas, j'ai des exemples tout simples, mais
au Dorothy, pour nous, c'est très important que le ménage soit fait par tout le monde, que tout le monde participe aux tâches de ménage. Mais en fait, parce que ce lieu, il nous appartient pas, mais c'est le nôtre et on a envie de laisser notre trace. Et typiquement, s'organiser pour le ménage, ça crée toujours des difficultés parce que personne n'a envie de faire cette tâche-là. Mais pour nous, c'est vraiment important. L'amour, ça passe notamment par ces tâches plus ingrates. Et je pense que c'est ce qui est vécu dans des familles ou c'est ce qui est vécu dans des paroisses. C'est ça, parce que c'est un lieu d'amour, en fait, le Dorothy. Bon, on aimerait, mais... on aimerait ou c'est vécu? Je pense que c'est vécu, mais dit comme ça... Non, mais il y a aussi des problèmes. Mais bien sûr, c'est pas peace and love et où tout est parfait. Mais c'est quand même un des objectifs, c'est un lieu où on peut vivre cet amour-là. C'est un lieu où on veut vraiment créer les conditions de la rencontre et du soutien, effectivement. On veut vraiment que, à notre mesure, c'est-à-dire que, vous voyez, on est un lieu, il y a des associations qui font vraiment des services sociaux beaucoup plus, même de manière plus professionnelle, qui peuvent accueillir beaucoup plus de monde. On est plutôt, on reste une toute petite association, mais on espère, on a envie que l'accueil de chacun soit soigné. C'est un peu ce que disait Gabriel dans le reportage. Et donc, oui, on essaye d'avoir cette attention. Et c'est toujours un horizon. Alors Thérèse, je vous propose maintenant de faire une nouvelle rencontre, toujours dans ce quartier de Ménilmontant à Paris, ou en tout cas en marge de ce quartier où beaucoup d'habitants vivent cette fraternité au quotidien. C'est le cas évidemment, on l'a compris, au Dorothy Café, mais également dans la troupe de la Passion de Ménilmontant. Depuis 1932, des bénévoles du quartier jouent chaque année avant Pâques la Passion du Christ, projet théâtral ouvert à tous, croyants, non-croyants. Alors pendant longtemps, c'était vraiment à Ménilmontant même. Maintenant, c'est un peu à côté, dans le 19e arrondissement, mais c'est quand même une trajectoire de ce quartier de Ménilmontant. On regarde et puis on en rediscute juste après. Je suis Hervé, je suis engagé dans la troupe de la Passion de Ménilmontant, qui est donc la plus vieille pièce de théâtre de Paris, jouée depuis 1932. Je suis comédien, je participe à la mise en scène avec les camarades et je suis aussi président de l'association qui porte notre spectacle. Moi, je suis dans la Passion depuis 20 ans. Ça engage dans une relecture des évangiles. Il importe que Jésus soit entre nos mains avant la fête. Il faut donc procéder avant demain à son arrestation, de façon discrète. La Passion fête cette année, avec la saison 2023, c'est 91 ans. Donc une grande aventure humaine. C'est une façon de présenter la parole du Christ. L'objectif, c'est que ça ne soit pas un entre-soi catholique. L'objectif, c'est que ce soit ouvert. On a des années où on a des juifs, des musulmans, des cathos, des non-croyants sur le plateau. Judas, tu trahis ton ami par un baiser. Est-ce donc ce que je t'ai enseigné? Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez-les partir. En route! Ça permet aussi d'ouvrir au public également, d'accueillir des gens qui nous disent à l'issue d'une représentation, j'ai appris plein de choses, des gens qui n'ont pas forcément de culture catholique. Hier, un jeune qui vient nous voir, qui me dit moi, ce que j'ai vu, ça m'a transporté. C'est la récompense de notre investissement, je crois. Et puis, l'idée de dire, voilà, on se positionne en passeur de cette histoire. Il m'arrive de dire qu'on ne prépare pas la saison prochaine, on prépare les 90 ans prochains de la Passion. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'était donc la dernière répète. Merci à tous. Voilà, les prochaines représentations sont à voir à l'église Saint-François d'Assise à Paris, samedi et dimanche prochain à 16h. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce projet-là aussi? C'est un projet commun, collectif, de quartier. Ça ressemble un petit peu quelque part au Dorothy Café. Je trouve ça impressionnant que des personnes croyantes et non croyantes ensemble aient envie de jouer la Passion du Christ. Ça me touche beaucoup, j'y suis jamais allée voir. J'aimerais beaucoup aller voir cette pièce. Et puis je trouve ça important que la bonne nouvelle, la parole du Christ, elle est toujours vivante aujourd'hui. Le Christ est ressuscité et on a à s'approprier ce mystère qui nous dépasse, qui est un peu trop grand pour nous parfois. Et je trouve ça
moi, je n'oserais jamais faire la Passion du Christ parce que je trouve ça trop grand. Donc, je trouve ça génial qu'ils osent. Et que des non-croyants soient associés, justement, c'est quelque chose d'intéressant. C'est génial. Est-ce que ça ressemble à l'Église que vous aimez ou dont nous parle aussi le pape François, qui est ouverte à tous et toutes? Tout à fait. Je pense que pour moi, ce qui est très important, c'est que cette fraternité, elle soit vécue, justement, que l'Église soit un lieu accueillant, vivant, où toute personne puisse se sentir aimée. Et ça passe notamment par beaucoup de choses très concrètes, c'est-à-dire des temps passés ensemble, des temps collectifs, des temps joyeux, des temps festifs. Et au service notamment du quartier, je pense que la paroisse, c'est aussi intéressant de voir ça comme un lieu de vie dans un quartier pour tous les gens qui habitent autour de ce quartier. Ça, c'est votre conception de l'Église, en tout cas, aujourd'hui. Tout à fait, parce que finalement, après, nous, on vit dans un quartier parisien où il y a le monde entier est présent, et donc on a cette ouverture, mais je pense que c'est effectivement très important que dans la proximité, en fait, c'est là où on peut rencontrer presque les personnes les plus différentes. Et peut-être qu'on a un peu à redécouvrir, parce qu'en fait, dans nos grandes villes, même dans les villes moyennes, on n'a pas forcément, où ces liens de proximité sont plus ou moins soignés. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment créer un lieu qui soit gratuit, qui soit ouvert, alors qu'à Paris, tout est très cher, pour que des gens qui, en fait, sont dans le même quartier, mais ne fréquentent pas les mêmes lieux, puissent se rencontrer. Vous avez le sentiment de représenter une nouvelle génération de chrétiens, ni conservateurs, ni progressistes, enfin, sans étiquette. J'ai le sentiment que voilà, vous êtes un mélange de tout cela à la fois. En tout cas, il y a une tradition que vous portez, mais en même temps une modernité et puis un combat d'aujourd'hui. Comment vous vous situez dans l'Église ? Je pense que ce qui est important, c'est effectivement de laisser à chaque génération l'occasion de redéfinir les enjeux qui sont les siens et de ne pas forcément vouloir absolument appliquer des étiquettes qui seraient un peu des étiquettes des générations précédentes. Après, je pense que le Dorothy est quand même très situé. On pourrait pas, ce serait pas juste de le dire qu'il n'est pas. Ce qui a été à l'origine, c'est vraiment la dimension plus implication sociale et écologique de la foi. Je pense que ça, c'est ce qui vraiment réunit tout le monde et ce qui nous donne une identité réelle. Et puis cette envie justement de prendre au sérieux l'Évangile dans sa dimension collective. Eh ben on va retourner dans l'Évangile tout de suite. Soif de vivre, je vous rappelle que c'est le thème de notre carême qui fait référence à un épisode évangélique bien connu. Jésus qui demande à boire à la Samaritaine, cette femme de la ville de Samarie qui ne se sent pas digne de ce que lui demande Jésus. Parmi plusieurs représentations que nous vous avons proposées, vous avez choisi ce tableau. Qu'est-ce qui vous touche, Thérèse, dans cette scène ? J'aime bien la Samaritaine parce qu'elle a l'air, parce qu'elle comprend pas, et je trouve ça. J'aime bien son regard parce qu'elle prend très au sérieux Jésus, mais elle ne comprend pas vraiment, pas du tout ce qu'il dit. Et moi, j'ai pensé au moment dans l'Évangile où le Seigneur lui dit donne-moi à boire, et donc elle lui dit toi, un juif, tu me demandes à boire, etc. Donc elle est choquée. Puis après, il lui répond moi, je peux te donner une eau qui donnera la vie éternelle. Elle lui dit, mais comment tu fais ? Le puits fait 30 mètres, tu n'as rien pour refuser. Et je trouve ça génial parce que c'est un peu pour moi l'image de la foi, c'est-à-dire que nous, on est très concret, on est très prosaïque. Dieu nous parle de choses essentielles, spirituelles, et en fait, nous, on ne comprend pas trop. Et je pense que la vie chrétienne, c'est un peu ça, c'est une réalité concrète où on essaye de voir la présence de Dieu, même si dans les faits, on a un peu du mal. Je trouve que son regard nous donne de voir ça. Parce que c'est pas comment vous faites vous dans notre société aujourd'hui. C'est dur de vivre dans notre société actuellement. Enfin, j'imagine à toutes les époques, mais aujourd'hui on voit une crise économique, une crise sociale, une crise identitaire, une crise politique. On voit des crises écologiques, on voit des crises de partout. Vous êtes jeune. Le fait d'être croyante, qu'est-ce que ça change dans votre vision et dans votre manière de se dire ah bah j'ai envie de vivre dans cette société? Pour moi, il y a la dimension de la foi, il y a la dimension du collectif. Je pense que seul, c'est assez désespérant. Et je pense qu'on peut pas... Moi, ce qui aujourd'hui me donne beaucoup d'énergie, c'est que le Dorothy est un lieu pour moi où je peux vivre cette vie, ou du moins j'essaye de vivre un certain idéal. Les causes qui me sont chères, j'essaye de m'engager pour les défendre. Et je pense que ce qui est aujourd'hui très, très frappant et très triste, c'est la solitude. Et au Dorothy, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que justement, ils souffrent un peu de l'atomisation de la vie urbaine où finalement on se croise beaucoup, mais on n'a pas trop de lieu de référence. C'est pas qu'un manque d'argent en fait aussi. C'est aussi un manque de relations humaines.
Oui, je pense qu'il y a une fragilité supplémentaire quand en plus on est vraiment dans une difficulté sociale et il y a une grande précarité aussi à Paris et on essaye d'être accueillant à cette précarité au Dorothy. Mais en tout cas, la solitude touche tout le monde et en tout cas, personnellement, je ne pourrais pas vivre ma foi seule et si je n'étais pas engagée dans ce lieu qui cherche à faire entendre une voix sur les causes sociales et écologiques, je serais sans doute un peu plus déprimée. Merci pour ce beau témoignage, Thérèse. Restez avec nous, l'émission se poursuit tout de suite avec la culture qui est portée, vous le savez, par Constance de Bonaventure. Bonjour. Bonjour Constance. David, bonjour Thérèse, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et vous nous proposez ce matin la lecture d'un très beau témoignage, un engagement, ça va vous parler Thérèse, assez incroyable. Oui, le livre s'appelle « Partager peut tout changer ». Alors il est écrit par Laurent de Cherizet, c'est l'un des fondateurs de Simon de Sirène. Simon de Sirène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui propose à des personnes valides et non valides de partager une maison, autrement dit, de vivre ensemble. Alors dans ce récit, Laurent de Cherizet revient sur la création de ses premières maisons il y a une quinzaine d'années et à l'époque, il était parti d'un constat, la solitude touche surtout les jeunes et les personnes handicapées. Et quand on lit ce témoignage, on comprend très vite que finalement, Simon de Sirène, bien plus qu'une simple association, c'est vraiment un projet de vie, un projet de société innovant qui est basé sur la confiance, sur la fraternité et sur la solidarité. Et Laurent de Cherizet nous lance un appel à nous lecteurs, un appel à être co-auteur de cette aventure, co-auteur de ce changement. Il faut oser la relation, martèle-t-il. Voilà, ça fait partie de ces livres et de ces témoignages comme le vôtre qui nous redonnent confiance en l'humanité, en la société. Partager peut tout changer. Un très beau témoignage donc de Laurent de Cherizet aux éditions Salvator. Il faut oser, c'est intéressant ça, Thérèse. Vous, c'est votre quotidien ça, d'oser. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où parfois c'est dur. Ouais, on est d'accord. Et qu'il est assez naturel de préférer être avec des gens qui nous ressemblent. Et c'est vrai que ça nécessite un petit saut dans le vide que de vraiment oser la rencontre. C'est pas une pure formule. Ça dit quelque chose de la réalité, mais ça apporte beaucoup de joie. On est gagnant. La joie. Un film maintenant, Constance, inspiré d'un livre du célèbre écrivain voyageur Sylvain Tesson. Oui, vous connaissez peut-être déjà cette histoire puisqu'en effet elle s'inspire largement de celle de Sylvain Tesson portée à l'écran par Jean Dujardin. Alors dans le film, il s'appelle Pierre, c'est donc un écrivain voyageur qui écume les bars parisiens. Il aime aussi grimper et un soir, il fait une grosse chute de plusieurs étages. À son réveil, il se promet de traverser la France à pied. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Allez Jacques, un dernier verre. Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. Allez! 1003. Alors ce film est tout simplement magnifique déjà parce qu'on se balade en France, dans la diagonale du vide, une France déserte, une France rurale, celle des commerces à vendre et des villages sans médecin. Il y a beaucoup de silence dans ce film qui nous permettent d'entendre, d'écouter tous les bruits de la nature. Et puis c'est aussi le récit de la restauration, de la renaissance, reconstruction d'un homme à travers la marche. Marcher m'avait relevé, dit-il. Mon salut était dans le mouvement et le mouvement était ma prière. Une très belle phrase. Sur les chemins noirs, donc un beau film de Denis Imbert et ce sera dans vos salles dès mercredi. Ouais, ça donne envie, Constance. Tout de suite, on prend la direction de Paris et vous l'avez compris, le quartier de Ménilmontant, car nous allons vivre la messe dans cette très belle église. Voilà, nous partons Décor donc de cinéma. Nous partons dans le 20e arrondissement de la capitale, dans ce joli quartier de Ménilmontant. L'église Notre-Dame de la Croix, la 3e plus grande église de Paris, a été construite sous Napoléon III. Elle a une esthétique néo-romane, rationnelle. Elle est immense, vous le voyez, avec un clocher énorme qui domine tout le quartier. Et elle fait partie d'une série de grandes églises construites pour équiper l'Est de Paris, qui s'est rapidement peuplé au 19e siècle. À l'intérieur, elle est élégante, avec des murs peu épais. Elle vient juste d'être restaurée. C'est un édifice extrêmement lumineux grâce à ses grandes et nombreuses verrières qui donnent beaucoup de clarté
Tout y est très soigné. C'est une église 19e, très industrielle. Regardez par exemple l'armature des voûtes qui est en fer, qui s'inspire des grandes gares de Paris construites à la même époque. L'église Sainte-Croix a été édifiée dans un quartier multiculturel et à forte population ouvrière. Elle a réussi à trouver sa place de foyer chrétien très chaleureux. Merci Constance pour cette belle visite de cette église. À dimanche prochain.